Monsieur Mostafa Mikidesh, bonjour. Bonjour, merci de m'avoir invité. Alors, avec la situation financière actuelle difficile que traverse le pays, baisse de 50% de nos recettes pétrolières, on appelle à la rigueur, à gaspiller moins. L'État doit-il donner l'exemple en premier en s'appliquant la rigueur budgétaire en révisant son mode de dépense aujourd'hui? Tout à fait. Mikidesh. Tout à fait. Moi, je pense que c'est effectivement... il y a une charge symbolique parce que donc l'État doit donner l'exemple, notamment par une rationalisation budgétaire. Et de ce côté-là, j'avoue que j'ai été surpris lorsque je vois des responsables de secteur, de ministres, dire qu'ils ne sont pas concernés par les coupes budgétaires ou par les... Alors souvent, vous voyez, donc, notamment au cours de l'année précédente, de l'année 2015, alors beaucoup de ministres s'expriment et disent, mon secteur n'est pas touché, en essayant donc de répondre à une pression particulière. C'est pas la bonne posture. Et je crois que ce point de vue-là, il y a des changements. Je vous donne un exemple. J'ai vu avec beaucoup d'intérêt la position du ministre de la Culture actuel, qui dit que, de toute manière, pour le futur, les concerts gratuits, c'est terminé. Donc, sur contribution publique, budgétaire, c'est une posture, à mon avis, qui est en rapport avec la gravité de la crise financière, notamment budgétaire. Et ça, je pense que c'est une attitude qui doit absolument être ceux de l'ensemble des membres de l'exécutif, parce qu'ils sont en premier responsables de la rationalisation budgétaire de leur secteur et partant de l'ensemble du budget de l'État qui est en déficit, qui est annoncé, qui a augmenté. On ne parle plus de 25 milliards de dollars, mais de 30 milliards de dollars, 3 000 milliards de dinars de déficit budgétaire. Alors ça, c'est effectivement un aspect. Ensuite, il y a donc le changement de modèle que moi j'appelle changement de régime de croissance, pour être plus précis, dont a parlé hier le ministre des Finances, et qui doit être mis en place de façon graduelle mais ferme. Mais comment doit-on procéder aujourd'hui? Quelles sont les dépenses qu'on peut, par exemple, éliminer dans un premier temps pour appliquer la rigueur budgétaire au niveau de certains départements ministériels et les structures de l'État, Monsieur Mikidesh? Alors, il y a les grands dossiers sur les transferts sociaux. Donc ça, c'est un grand poste qui évidemment doit être traité de façon précise et également de façon graduelle, également pour éviter qu'il y ait donc si vous voulez, des déchirures du tissu social. Ça, c'est un premier aspect. L'autre aspect, c'est d'arriver donc à avoir une efficacité plus grande. Et je pense que parmi les mesures qui sont actuellement, qui vont dans ce sens, tout ce qui est fait en matière numérique, dans les grandes administrations de services publics, telles que la justice, telles que le ministère de l'Intérieur, pour l'état civil, telles que dans d'autres secteurs, font que finalement, on arrive à faire mieux avec les mêmes dotations budgétaires, plutôt que d'aller vers si vous voulez, une expansion budgétaire, des rallonges en matière d'effectifs ou en matière de... Bon, il est vrai que l'Algérie est un territoire vaste qui a besoin et que l'administré doit être proche de son administration, mais je pense qu'il y a donc absolument des gisements donc d'amélioration du management public qui peuvent être trouvés au niveau à la fois central et décentralisé. Mais justement, quand on parle aussi de lutter contre le gaspillage, quand on dit aussi l'État doit donner l'exemple en matière de rigueur budgétaire, est-ce que cela signifie qu'au niveau de certains départements, on doit réduire certaines dépenses qu'on considère comme étant facultatives? Par exemple, réduire le parc automobile, ne plus, par exemple, donner des bons d'essence gratuitement à certains secteurs, réduire ou bloquer, par exemple, les salaires des hauts fonctionnaires de l'État pour un temps. Est-ce que ça devrait se faire de cette façon-là aujourd'hui? Beaucoup de pays opèrent de la même façon aussi, quand ils sont en situation difficile. Ouais. Tout à fait. Moi, je pense que si vous voulez, le budget de fonctionnement de l'État, il y a effectivement donc à avoir des normes d'effectifs sur le plan de l'administration. Il y a également à avoir une modération salariale qui doit toucher non seulement les salariés du secteur productif, mais également, si vous voulez, l'administration au sens large. Et ça, je pense que ça doit faire partie du package de discussion qui va avoir lieu lors de la tripartite, parce que on ne peut pas exiger de la modération salariale chez les salariés qui sont titulaires en général de revenus, donc qui ne sont pas parmi les plus élevés, et puis demander de l'autre côté, et puis ne pas se fixer la même règle pour soi-même, ça c'est clair, et je pense qu'il y a encore des gains possibles en matière si vous voulez, de diminution dans le budget de fonctionnement. Est-ce qu'on peut économiser énormément puisque certains secteurs sont très budgétivores aujourd'hui?
Absolument, moi je pense que non seulement on peut le faire, mais on n'a pas d'autre choix. C'est-à-dire que les déficits budgétaires arrivent à des niveaux tels qu'on ne peut pas, donc qu'on aura des difficultés à les financer. Et puis ensuite, il va falloir de toute manière réouvrir ce dossier si vous voulez, du réexamen des missions et des structures de l'État à l'aune, si vous voulez, de la crise actuelle qui complique davantage l'équation. Il faut tout revoir et tout réviser. Moi, je pense qu'il faut progressivement tout réviser, mais passer par aller donc vers les secteurs qui sont les plus budgétivores, examiner, et puis ensuite, il y a d'autres secteurs sur lesquels vous ne pouvez pas donc, si vous voulez, donc diminuer, mais il y a probablement d'autres secteurs pour lesquels il y a eu des dépenses qu'il va falloir donc identifier puis isoler. Alors, quand vous parlez des secteurs budgétivores, lesquels par exemple, est-ce qu'on peut avoir une idée, monsieur Mekidesh? Bon, moi je pense que les secteurs qui utilisent beaucoup de main-d'œuvre, donc peuvent faire l'objet, si vous voulez, d'un examen de leur productivité. Parce que autant en période de crise, il faut donc améliorer la productivité dans le secteur productif, autant également ça concerne, si vous voulez, les services publics. Donc, et cela, que ce soit dans les domaines, si vous voulez, des secteurs qui sont à ce jour donc qu'on peut identifier comme étant les secteurs où il y a le plus de main-d'œuvre voilà. Mais est-ce qu'on devrait apprendre aujourd'hui à compter plus nos sous, ne plus gaspiller? Et comment gaspiller moins, monsieur Mekidesh, puisqu'on a vu certaines déclarations, certains aspects, par exemple, de l'économie, où c'est devenu carrément des pompes aspirantes de devises de l'Algérie. On a vu, par exemple, pour le transport de marchandises, 4 milliards de dollars pour les armateurs étrangers. Les ports secs, c'est l'équivalent de 2 milliards de dollars, et c'est des chiffres qui sont révélés aujourd'hui. Est-ce que c'est la crise qui est en train de tout révéler aujourd'hui? Moi, je pense que c'est des problèmes récurrents qu'on n'a jamais pu régler de façon définitive. Ce matin, sur vos ondes, j'entendais un peu donc un jeune responsable d'une entreprise de logistique qui parlait des surcoûts de la chaîne logistique. Vous vous souvenez donc pour la partie concernant nos importations, je vous donne 3 exemples qui notent qu'on paye plus cher en moyenne nos importations que le reste du monde. Les lettres de crédit. Donc le fait de dire donc on ne peut payer que par crédit, donc que par crédit documentaire, déjà donc nous préfinançons nos importations. Premier point. Deuxième point, donc nous avons donc les surestaries. Lorsque nous importons et puis que nos importations restent au large dans des bateaux, donc nous payons des surestaries. Troisièmement, également le pavillon national en matière de transport de marchandises n'existe pratiquement pas. Il est entre les mains d'intérêts qui sont en dehors de l'Algérie. Alors tout ça fait qu'il y a, si vous voulez, des gisements de rente qui sont captés soit par le reste du monde, soit par une partie, si vous voulez, de lobby interne. Donc, alors c'est valable, comme vous le dites, pour la chaîne logistique, pour les importations, mais c'est également valable dans d'autres types de rentes, tels que donc l'accès privilégié, donc par exemple l'accès privilégié à un certain nombre de ressources rares, telles que le foncier, tels que les crédits, etc. Alors que là, il doit y avoir une égalité de traitement, une concurrence. Et que ça, c'est un des éléments de la culture qu'il va falloir changer. Parce que ça coûte et que c'était masqué, comme vous le soulignez si bien, par l'ampleur de la rente qui fait que c'était pas visible. Maintenant, au fur et à mesure qu'on voit les sources, si vous voulez, de la rente pétrolière diminuer, donc ces dysfonctionnements apparaissent de façon plus perceptible. Alors aujourd'hui, les importations, c'est l'équivalent de 60 milliards de dollars. L'État serre les verrous en mettant en place les licences d'importation qui sont appliquées déjà pour 3 produits stratégiques, à savoir l'automobile, le rang à béton et le ciment. Mais faut-il aussi parallèlement réviser le CREDOC, puisque vous avez abordé cette question, le crédit. Oui, tout à fait. La lettre de crédit. Ah, tout à fait. Moi, je crois qui préfinance justement nos importations. Alors, on partait d'une bonne idée. L'enfer est pavé de bonnes intentions, comme on dit. Donc, dans la crise de 2008, vous vous souvenez, on avait dit donc on va mettre en place un seul instrument de paiement bancaire, c'est la remise documentaire, de sorte à identifier dès le départ, si vous voulez, le volume de nos importations. En vérité, nous avons tout simplement préfinancé les fournisseurs avant même que la marchandise arrive.
et souvent donc ce sont des marchandises qui n'étaient pas conformes, si vous voulez, à ce qui était acheté. Et là maintenant, moi je pense qu'il faut revenir à des formules universelles. La remise documentaire est un signe de confiance qu'établit un fournisseur et son client en Algérie. Donc ça signifie qu'on paye une fois que la marchandise arrive. Et ça permet de diminuer la pression sur nos avoirs bancaires en particulier. Donc ça, c'est un exemple. Mais déjà, le ministre du Commerce avait qualifié ici, dans l'invité de la rédaction, le CREDOC de crime économique. Est-ce que vous partagez ce point de vue aujourd'hui? De CREDOC ou de crédit documentaire? Le crédit documentaire. On ne peut pas aller jusque-là quand même. Donc il faut savoir raison garder, madame. Donc ce qu'on peut dire, c'est qu'il va falloir réhabiliter, si vous voulez, la remise documentaire comme instrument de paiement bancaire pour les importations, parce que précisément c'est un crédit fournisseur, en vérité c'est un crédit fournisseur qui permet, si vous voulez, de ne pas payer cash. Vous vous rendez compte que nous sommes l'un des rares pays au monde qui payons en cash toutes nos importations. Ça se voit pas. Alors que nous sommes dans une situation de resserrement de la contrainte financière, notamment en devises. Nous importons et nous exportons rien, quasiment, ou presque. Mais ça devrait changer parce que donc là aussi, il va falloir que les entreprises, c'est dans le nouveau régime de croissance dont a parlé, ou modèle de croissance dont a parlé le Premier ministre, je pense que les entreprises doivent aller chercher leur part de devises, d'abord donc par des substitutions d'importation, par la reconquête d'une partie du marché intérieur, et également d'exportation. Aller vers les marchés extérieurs. Et c'est possible. Je ne vois pas pourquoi Moukawil El Arab, arabe constructeur, donc, a de gros projets dans le domaine du BTPH en N'Djamena au Tchad, et que des entreprises turques sont en Guinée équatoriale, à Malabou, ou bien que des entreprises marocaines sont au Sénégal, et que nos entreprises de BTPH ne font que constater qu'elles ne sont pas en Afrique et qu'elles n'y vont pas. Elles n'ont qu'à y aller. D'autant que ça permettra de tirer l'ensemble de nos moyens de construction qui sont produits en Algérie, notamment le ciment. Alors, Monsieur Moustapha Mekidech, par rapport aux questions que nous avons abordées dans la première partie de l'invité de la rédaction, à savoir appliquer en premier la rigueur sur la dépense de l'État, faut-il aujourd'hui impérativement fermer les robinets de rente pour gaspiller moins ? Tel que vous le déclarez. Absolument. Moi, je pense que la fermeture des robinets de rente, comme vous le dites et comme vous reprenez une de mes expressions, donc ça permet un peu si vous voulez, de mettre en place en vérité les vraies institutions de la concurrence et de l'économie de marché qui sont fondées non pas sur la rente, mais sur la création de la valeur ajoutée. Alors, un des mauvais exemples, et puis je vous donnerai un bon exemple. Un des mauvais exemples, c'est ce qu'on a fait dans la distribution automobile et de façon générale dans ce qu'on appelait, chez nous, donc le développement des concessionnaires et du boom de l'importation des véhicules en Algérie pendant plusieurs années, à peu près plus de 500 000 ou 700 000 en stock véhicules importés. En fait, en vérité, ça n'a généré ni une industrie de sous-traitance, et en moyenne, les véhicules importés dans notre pays ont eu des coûts de transaction beaucoup plus important que ce qui ne devait être. Et ça, à mon avis, c'est un mauvais exemple. Là, il va falloir, on a attendu, si vous voulez, l'année dernière pour mettre en place un cahier des charges qui précise les conditions dans lesquelles le marché est ouvert pour l'importation de ces véhicules. Donc, alors qu'il aurait fallu coupler ça, comme ça a été fait ailleurs, par le développement, si vous voulez, d'une industrie de la sous-traitance locale, par le développement au moins, si vous voulez, d'un réseau de maintenance qui n'existe pas. On a importé tout et n'importe quoi dans des conditions absolument à telle enseigne que même les paiements d'achat de véhicules se faisaient en cash. Il a fallu que, ça a été dit hier par le ministre des Finances, qu'on impose récemment le fait que donc les gens peuvent payer en chèque. Donc ça, c'est pour dire, c'est un exemple. Alors, ce qui a été bien fait à l'inverse, on a réussi, par exemple, sur le plan de l'industrie pharmaceutique, il y a eu une émergence d'un secteur privé productif et public dans le domaine de la pharmacie qui est beaucoup plus compliqué, qui commence donc alors donc ces bonnes pratiques, à mon avis, il va falloir les généraliser. D'autant que à l'heure actuelle, donc on doit développer une production hors hydrocarbures, et les 12 filières qui ont été citées hier par le ministre des Finances et qui avaient été identifiées par le secteur de l'industrie, qui n'auront pas à payer ni de taxes ni d'impôts pour permettre en tant qu'industrie naissante à se développer, à mon avis c'est une bonne chose, mais il faut veiller à ce que ça ne soit pas non plus un nid de rente là aussi, et que ce soit réellement, si vous voulez, suivi de sorte que les investissements
qui sont planifiés se fassent réellement et que ça ne soit pas là aussi, si vous voulez, transformé en rente particulière. De même qu'il va falloir, si vous voulez, faire émerger, comme ça a été fait en Amérique latine, comme ça a été fait en Asie, que notre bourgeoisie d'affaires, ou notre bourgeoisie comprador, importatrice essentiellement, devienne une bourgeoisie créatrice de valeur ajoutée, et qui, avec des segments internationaux. C'est ça tout l'enjeu du modèle dont a parlé le Premier ministre, parce qu'il ne suffit pas, si vous voulez, de dire que nous avons tel modèle, encore faut-il que les forces sociales qui sont en mouvement puissent participer réellement à la mise en place de ce modèle. Mais justement, en mettant en place cette politique, est-ce qu'il faudrait aussi combattre, par exemple, ou lutter contre les niches de transfert de capitaux? Vous avez cité celui de l'automobile qui représente l'équivalent de 10 milliards de dollars, même si la facture a baissé, elle avoisine les 5 milliards de dollars. Le médicament, est-ce aussi une niche de transfert des capitaux? C'est 2 milliards de dollars. Non, mais je pense, au contraire, pour la pharmacie, je pense qu'il y a actuellement émergence, si vous voulez, de cette branche, en dépit du fait qu'il y a une partie qui est importée, donc un certain nombre de... Mais on sent, si vous voulez, une dynamique positive. Et j'espère que cette dynamique positive va se retrouver dans les autres branches, telles que par exemple l'électronique. Est-ce que donc les plateformes d'électronique, de produits électroniques qu'on met à Borja Sétif et à Bel Abbès vont permettre à ces entreprises privées et publiques de remonter dans la chaîne des valeurs, c'est-à-dire de ne pas se contenter de faire de l'assemblage, mais remonter vers des productions plus importantes. Donc avec une maîtrise de la technologie, une création d'emplois plus forte. Mais partant des déclarations qu'a faites hier sur notre plateau Monsieur Abdelrahman Ben Khalfa, le ministre des Finances, est-ce qu'on peut considérer qu'il a fait une esquisse du modèle de croissance qui va peut-être être annoncé d'ici juin prochain, puisqu'il a parlé des 12 filières stratégiques sur lesquelles va se reposer un peu la croissance à l'avenir, qui sera discutée peut-être en tripartite, les 12 qui seront défiscalisées et qui auront des avantages par rapport à l'accès aux fonciers? Absolument. Alors donc, moi je préfère ne pas parler le terme utilisé de modèle économique. Moi je pense qu'il vaut mieux peut-être se contenter de dire le nouveau régime de croissance. Alors pourquoi il faut un nouveau régime de croissance? Parce que, si vous voulez, le système d'accumulation et de reproduction de notre économie, notre système économique et financier ne fonctionne plus parce qu'il y a donc une diminution des sources de son financement. C'est clair. Donc, c'est-à-dire qu'on est dans un système bloqué. Donc il va falloir rechercher un autre régime de croissance. Ce régime de croissance avait été déjà esquissé, donc c'est pas un scoop. Dans le passé, lors du cinquantenaire de l'indépendance, le Conseil national économique et social a fait donc un forum économique dans lequel on avait donc parlé de façon très formelle, institutionnelle, de la nécessité d'un nouveau régime de croissance qui s'appuie sur d'autres moteurs de la croissance, en particulier sur l'industrie. Et de ce point de vue-là, donc maintenant, il y a donc une démarche industrielle qui est, si vous voulez, en rupture par rapport à ce qui a été fait jusqu'à présent, qui se caractérise, par la substitution aux importations qui est encouragée, donc le fait que l'investissement donc est facilité pour au moins 12 filières qui ont été identifiées, et également que l'on puisse préparer, si vous voulez, l'industrie à pouvoir non seulement prendre en charge une partie du marché qui était entre les mains si vous voulez, du reste du monde, mais également d'exporter. Alors toute cette démarche entre dans ce qu'on peut appeler ce nouveau modèle économique. C'est pas la première fois qu'on le fait historiquement en Algérie. Vous vous souvenez des années 70 du modèle des industries industrialisantes, qui était un modèle en vérité, qui n'était pas un modèle théorique, qui était un modèle qui avait une vision, une démarche. Mais simplement, donc on n'a pas été jusqu'au bout des choses. Alors l'une des difficultés, si vous permettez, sur lesquelles donc je voudrais insister, c'est qu'il ne faudrait pas qu'on change, si vous voulez, de cap au milieu du gué. Il va falloir que l'on continue sur cette démarche. Il ne faut pas donc s'attendre à ce que les prix du pétrole remontent et puis on retombe dans le même. Il faut de la continuité, de la rigueur, de la rationalisation, y compris si c'est pas facile. Alors modèle ou régime de croissance, modèle économique, stratégie industrielle, on en a vu quand même des expressions ces derniers temps pas mal, mais la problématique demeure la même. On en parle depuis des années et des années. Comment sortir un peu de la dépendance des hydrocarbures pour créer une économie productive? Mais que faut-il faire pour éviter les erreurs du passé? Parce que dès que le prix du baril rebondit, on oublie tout et on reste dépendant des hydrocarbures.
Je vais vous dire mon sentiment, c'est que... Il y a eu des conférences au niveau du CNES, au niveau de l'industrie, au niveau de toutes les tripartites. On parle toujours de la même chose, mais on fait jamais. Je pense qu'on est sorti si vous voulez, du modèle rentier, parce qu'il n'y aura plus les capacités d'un financement qui va masquer toutes les incohérences, si vous voulez, les viscosités du fonctionnement de notre économie. On n'a plus d'autre choix du fait de ce tarissement de ces ressources. De toute manière, soit par les prix, soit par les quantités. Ceux qui pensent qu'après quelques années, donc les prix vont remonter à $100, se mettent le doigt dans l'œil. Au mieux, donc les hydrocarbures vont remonter après 2021 autour de $70-80, mais ça ne permettra pas, si vous voulez, de reproduire le système de financement de l'économie tel qu'il était avant. Et cet aspect des choses, si vous voulez, est tout à fait à souligner. Donc, moi je pense, cette fois-ci, il n'y a pas de plan B. Alors, il n'y a pas de plan B. Que faut-il faire pour éviter les erreurs du passé aujourd'hui de façon concrète pour aller vers justement cette croissance ? Alors, il y a donc d'abord la continuité, si vous voulez, dans les positions qui seront et dans les modèles que l'on affiche. Il va falloir donc un. Deux, il faut qu'il y ait donc, à mon avis, donc un consensus à minima des partenaires sociaux sur la question. Vous avez souligné tout à l'heure la nécessité qu'il y ait, si vous voulez, donc une équité fiscale, qu'il y ait donc, si vous voulez, la fermeture des robinets de rente, mais qu'il y ait également la transformation des mentalités, de sorte que l'émergence que l'on constate actuelle de notre secteur privé donc puisse se transformer, si vous voulez, en entrepreneurs, qui puissent transformer donc leur position donc en entrepreneurs et en créateurs de valeur ajoutée, et puis plus tard en tant qu'exportateurs. C'est ça l'enjeu essentiel. Et donc c'est cet aspect d'entrepreneuriat qui, à mon avis, constitue l'une des clés de sortie de notre crise. Alors, équité fiscale, qu'est-ce que vous entendez par là, monsieur Équité Mekidesh ? fiscale, c'est-à-dire que vous n'allez pas, l'opinion publique, les salariés ou les ménages comprendront très mal qu'on puisse donc à la fois poser le dossier des subventions, de la remise à plat du dossier des subventions, et en même temps, les titulaires des gros revenus ou des gros patrimoines ne sont pas soumis par solidarité nationale à un impôt en rapport avec leur patrimoine ou leurs revenus. Donc c'est ça l'équité fiscale. Vous parlez de l'impôt sur la fortune ? Par exemple, absolument. Je comprends pas, moi, qu'on puisse maintenir, si vous voulez, à des niveaux dérisoires, si vous voulez, ce qu'on paye sur les patrimoines, notamment les patrimoines immobiliers. Ça, c'est un aspect symbolique, tout comme vous l'avez souligné, si vous voulez, la révision du train de vie de l'État, qui peuvent constituer des éléments qui peuvent renforcer, si vous voulez, le consensus social dont je parlais tout à l'heure et qui est à la base de la réussite de ce nouveau régime de croissance. Alors, financer l'économie par l'emprunt national, pour ramasser l'argent de l'informel, c'est aussi important ? Oui, moi je l'avais dit de toute manière. Au lieu d'aller vers un emprunt chez vous. extérieur, donc, oui. Et qu'on n'a pas de choix, parce que je vais vous dire les chiffres. Donc vous savez qu'on va avoir donc, pour 2016 un déficit budgétaire de $30 milliards, 3 000 milliards de dinars, donc ils vont être financés par le Fonds de régulation des recettes. Après, dans le Fonds de régulation des recettes, pour 2017, il n'y a plus rien. Par conséquent, il va falloir d'ores et déjà anticiper et si vous voulez, trouver les sources de financement du déficit pour l'année 2017, 2018, etc. Et je pense que le recours, si vous voulez, donc, à un emprunt obligataire, donc, pour pouvoir apporter les éléments, si vous voulez, de financement de ce déficit, qui va être orienté vers les investissements, le budget d'investissement de l'État, est tout à fait incontournable. C'est pas tout, parce que ce profil ensuite, nos équilibres extérieurs, si vous voulez, nous aurons à nous préparer à retourner sur le marché financier bancaire international pour également financer nos besoins en devise, parce que au fur et à mesure, donc les réserves de change diminuent, et je pense que donc elles ont diminué de 30 milliards de dollars. Voilà, donc d'ici 2019, il va falloir peut-être retourner. On ne va pas attendre qu'on n'ait plus rien dans les réserves de change
pour se préparer. Mais est-ce qu'on peut pas considérer, partant de vos déclarations, que du point de vue financier, l'année 2017-2018 seront beaucoup plus difficiles les prochaines années? Tout à fait, je l'avais déjà dit. Par rapport à 2016 tout à fait, parce que, si vous voulez, la résilience, on verra donc est-ce que donc, la résilience de l'économie algérienne donc, se développe. Et j'espère que si, pendant ces années, donc les autres moteurs de la croissance qu'on a allumés donc, génèrent de la valeur ajoutée pour diminuer nos importations, d'une part, par la substitution aux importations, et également quelques quantités à l'export, donc la pression va être moindre. Mais toujours est-il que ça sera plus difficile parce que si vous voulez, donc à la fois le fonds de régulation des recettes est épuisé et il n'est pas renouvelé, et puis ensuite nous avons donc nos réserves de change qui vont diminuer. Alors quelques questions d'auditeurs, Monsieur Mekidej, ils vous disent pourquoi on n'écoute pas le CNES, pourquoi il n'a pas réagi en temps réel, n'est-il pas un simple décor? Ça, à mon avis, c'est une question qui est récurrente. Donc, le CNES est une institution de la République. Donc, qui est aujourd'hui constitutionnalisée. Ah ben ça, c'est une très bonne chose. Donc, c'était demandé. Donc, c'est une très bonne chose. Et sa constitutionnalisation permettra justement que sa voix soit plus écoutée, y compris si elle n'est que consultative. Mais je rappelle simplement que sur un certain nombre de dossiers, le CNES a émis à la fois par saisine et par autosaisine des recommandations, notamment sur le développement local, notamment sur le nouveau régime de croissance, plusieurs années à l'avance. Fallait-il arrêter le gaspillage en période d'aisance d'en parler en période de crise? Mais ça, c'est le syndrome hollandais dont nous sommes victimes. C'est-à-dire que moi, je considère qu'on aurait pu faire pire parce que donc, beaucoup de voix, vous vous souvenez, Souheil El-Hachmi disait qu'il fallait réévaluer le dinar dans cette période pour pouvoir importer plus. Donc, ça, ce sont des parcours sociaux et politiques dont on ne va pas refaire l'histoire. Le problème, c'est de ne pas regarder dans le rétroviseur, mais regarder vers l'avant. Alors, est-ce que les entreprises du BTPH algériennes ont les qualifications pour exporter leurs services et savoir-faire pour la réalisation des grands projets à travers le monde? Et les projets qui sont réalisés par les Chinois alors qu'il y a un savoir-faire algérien. C'est ce qu'il dit cet auditeur. Et il a raison de le dire. Je vais vous dire, dans mon quartier, il y a une entreprise de VRD de Tizi Ouzou qui fait un travail aux normes européennes. J'ai été étonné de la façon dont le chantier est organisé, dont le travail est mené, et la productivité fait que cette petite entreprise de Tizi Ouzou qui travaille donc à Draria, pour ne pas citer El Achour, donc peut absolument aller faire ce travail dans n'importe quel point, non seulement d'Afrique, mais du globe. Parce qu'ils sont aux normes européennes, pour ne pas dire françaises. Mais il y a d'autres entreprises. Ah, tout à fait. Ça, c'est un exemple. J'ai été moi-même étonné que cette entreprise... On ne peut pas tout faire par les Chinois aussi, monsieur. Absolument. Moi, je pense que de ce point de vue-là... Parce que là aussi, c'est des transferts. Absolument. Projet clé en main, moi, je pense que de ce point de vue-là... Ils ramènent même les brouettes. Oui, mais les brouettes, il faut qu'on les fabrique d'abord ici. On peut les fabriquer, les clous, etc. Ils ramènent les clous et les brouettes. Moi, je pense que actuellement, le secteur privé algérien a émergé en tant que... Et on ne connaît pas assez. Et d'ailleurs, l'émission que vous faites ce matin, où vous présentez des initiatives de création d'entreprises par des jeunes, est extrêmement... On voit donc dans tous les secteurs, si vous voulez, les initiatives. Alors, il faut libérer les initiatives, il faut fermer les robinets de rente et donner les mêmes chances au meilleur. C'est ça ce qu'on appelle les régulations par le marché. Alors une dernière question d'un auditeur, c'est parce que l'État subventionne certains produits de large consommation avec des sommes considérables que nous gaspillons. L'exemple du pain. Nous gaspillons 10 millions de baguettes jour, monsieur Mekidej. Mais il n'y a pas que le pain, il y a le lait, il y a le... Mais la baguette de pain, nous savons, nous avons 10 millions de baguettes jour sont gaspillées. Et c'est des céréales qui sont importées. Moi, je pense que le dossier des transferts sociaux doit être réouvert et traité de façon ciblée, et de sorte que seules les couches de la société qui en ont vraiment besoin puissent bénéficier. Monsieur Moustapha Mekidej, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Juste une petite précision pour l'auditeur qui nous demande de publier sur la page Facebook l'invité de la rédaction le soir, c'est-à-dire on tiendra compte de cette précision parce que nous publions à partir de 5h du matin. Merci beaucoup. Merci.